Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire donc César Exploratory Research 4 organisé par Aerospace Valley. Donc je suis Fabienne Davran, je m'occupe d'Europe au pôle Aerospace Valley et j'occupe également la fonction de point de contact national pour le transport en France. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à mes côtés donc Yves Ronsin d'Airbus et Daniel Muller de Thales, qui sont des spécialistes du programme César et qui vont donc nous donner tous les détails de cet appel à projet. Je propose que nous démarrions. Donc je vais céder la parole à Yves pour présenter cet appel à projet César. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, Yves Ronsin, je travaille à Airbus depuis une trentaine d'années, sur des projets européens depuis une dizaine d'années, sur César en particulier. Et donc, on va vous présenter le dernier appel d'offres de recherche exploratoire sur César. César, c'est l'ATM. Et voilà. Voilà. Donc, pour commencer l'introduction à l'ATM, c'est quoi l'ATM? Air Traffic Management, en français, donc gestion du trafic aérien. Et César, c'est un projet européen, c'est un programme européen, Single European Sky Advanced Research, pour qui gère la recherche européenne pour l'ATM, ATM que je viens de présenter. Et en particulier, cet webinaire va vous présenter le dernier appel d'offres, donc sur la recherche exploratoire. Et donc, moi, je présenterai la généralité. Daniel Muller de Thales prendra la suite sur les spécificités de cet appel d'offres. Et on clôturera avec Fabienne sur l'aspect contractuel financier. Alors, c'est quoi Air Traffic Management? Alors, comme passager, vous avez certainement utilisé donc les aéroports, pris l'avion et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle la gestion du trafic aérien et plus exactement, en fait, pour les citoyens, cette gestion du trafic aérien est le ressenti, le vécu des passagers minoritaires, mais aussi donc des citoyens en majoritaire, c'est plutôt vécu comme une contrainte, comme des nuisances. Donc, tout le projet de recherche César que je vous présente traite de ces problématiques. Ça peut être aussi bien la pollution, le bruit, les capacités des aéroports et le nombre d'aéroports aussi qui est limité, surtout en Europe, puisque on peut le voir comme à Toulouse par exemple, la difficulté pour construire de nouveaux aéroports. Donc aujourd'hui, le transport aérien est en croissance constante depuis la Deuxième Guerre mondiale pratiquement, avec des taux de croissance qui continuent à être très forts, en particulier en Chine, mais qui continuent à croître aussi en Europe et même en France. Donc, face à cette augmentation du trafic aérien, les 26 pays européens doivent se coordonner et le projet César, le ciel unique européen et la branche César, qui est la recherche autour de l'ATM, a pour but justement de coordonner et de trouver des solutions innovantes pour faire face à toutes les problématiques, que ce soit l'augmentation du trafic aérien, comme on le voit sur cette planche, aussi, ou toutes les nuisances qu'on a pu voir avant. Alors, voilà. Alors, ces initiatives, en fait, aujourd'hui, je vous présente César, qui est pour l'Europe, mais il faut que vous donniez une vision globale mondiale de ce qui se passe pour le trafic aérien. Même si César est NextGen aux États-Unis, qui est notre analogue symétrique, si je dirais, aux États-Unis. Il y a pas mal d'initiatives dans le monde entier où d'ailleurs César coopère. Il faut savoir qu'on était en Chine il y a moins d'un mois pour présenter les avancées du projet César, qui travaille avec nous et sur nos standards d'ailleurs que César fait la promotion. Mais on travaille aussi avec les Indiens, avec les Japons, avec les Russes, et on coopère bien entendu avec NextGen aux États-Unis pour essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une vision globale de ce qu'est César. Voilà. Alors,
César, en fait, dans les objectifs, il y a un programme de travail qui a été écrit et les quatre principaux piliers de César, c'est la sécurité, on l'a vu, donc aussi bien en vol qu'au sol, et la capacité, comme je vous ai montré, on a la chance que le trafic aérien depuis la Seconde Guerre mondiale est en constante progression. Je ne sais pas si ça va continuer indéfiniment, mais ça pose aussi des problématiques. On a vu l'été dernier, par exemple, il y a eu beaucoup de retard au niveau européen dû à une congestion du trafic aérien. Donc, il faut trouver des solutions innovantes pour faire face à cette croissance. L'efficacité économique, bien entendu. Les compagnies aériennes se plaignent des charges, les passagers aussi. Quand vous achetez votre billet, il y a une partie de taxes. Ben voilà, c'est comment on peut éventuellement les baisser. Et l'environnement, bien entendu, puisque surtout récemment, les dernières élections européennes, entre autres, l'environnement et le fait de prendre l'avion est quelque chose qui est de plus en plus questionné du point de vue environnemental. Voilà. Donc, face à ces quatre priorités de César, euh, voilà, qu'il n'y ait pas d'accident lié à l'ATM. On a eu la chance en 2017 d'avoir aucun accident fatal lié au trafic aérien. Multiplier la capacité par 1,6, avoir un coût par vol de moins 40%, et enfin de réduire l'empreinte donc du transport aérien de 10% par vol. Voilà, c'est les quatre objectifs en fait du programme César. Alors, sur cette planche, c'est rapidement donner un sentiment à quoi que représente César. Là, je vous ai montré en fait comment est orienté, mais je ne vais pas descendre dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le ciel aérien est partagé dans des zones, séparation management, et ça, c'est ce que voit un contrôleur aérien sur son scope radar, qu'il y a aussi donc des centres de contrôle aérien qui gèrent les secteurs aériens que vous voyez ici. Ça, c'est l'Europe. On devine la France, Brest ici, par exemple, Bordeaux, les différentes zones aériennes, secteurs aériens qui sont partagés par les différents pays. Mais vous voyez, il y a des zones qui sont sur plusieurs pays, le Benelux en particulier, et on essaye de réduire le nombre de zones et de simplifier l'organisation des secteurs aériens. Enfin, je ne vais pas descendre dessus. Ça, c'est une photo plus à l'instant T du trafic aérien en Europe. Chaque avion est représenté par un icône. Et ça, c'est uniquement en route, c'est pas l'atterrissage. Enfin, cette planche donne des détails aussi en séparation verticale, mais ce que je vous donne, c'est de vous donner un sentiment comment ça fonctionne intimement, mais l'objet n'est pas de présenter ce qu'est le trafic aérien parce qu'une heure ne suffirait pas. Donc, ça vous a donné ici la planification d'un vol, ça commence un an avant, il y a au niveau tactique 20 minutes avant, et puis jusqu'au vol, c'est toute une organisation que traite César. Voilà. Alors, d'abord, pour parler de César, c'est un projet européen, donc il rentre dans le cadre européen qui s'appelle Horizon 2020, et donc les conditions de participation, d'éligibilité en anglais, sont celles de Horizon 2020. Donc, entre autres, il faut au minimum 3 entités légales pour participer. On ne peut pas participer seul à cet appel d'offres. Il faut être 3 et 3 membres appartenant à des pays membres de l'Union européenne, bien entendu. Alors, après aussi, il y a un système de participation en ligne et il y a un processus financier que Fabienne détaillera à la fin de cette présentation. Enfin, la structure de César, ça c'est valable pour tous les projets César, que ce soit l'appel d'offres dont on parle aujourd'hui, qui est sur la recherche académique, exploration et recherche, mais aussi sur un autre volet que je n'aborderai pas, qui est la recherche industrielle et le déploiement. Tous sont liés à cette structure, et cette structure, en fait, il y a les trois piliers, donc donc les aéroports, le réseau ATM et les services liés au trafic aérien. Traffic Management. Et en transversal, donc, les infrastructures et l'interopérabilité, en particulier entre différents avions et entre aéroports et ANSP. Alors, sur la recherche exploratoire,
Là, cette planche vous montre comment se situent les trois grands programmes de César que j'ai abordés. Aujourd'hui, je vais parler de cette colonne de gauche qui est la recherche exploratoire, qui est TRL 1, 2, mais ça déborde un peu sur 3. Et ce que vous voyez ici, ce sont des gates, des passages d'un cadre à un autre. Vous voyez, la recherche exploratoire, c'est la recherche amont, la recherche académique qui doit livrer donc à l'autre programme qui est le plus important, la recherche industrielle. Et quand la recherche industrielle, après avoir passé ces différents gates, comme on appelle, elle livre donc des démonstrateurs qui sont mis en service dans ce qu'on appelle des projets Very Large Scale Demonstration. Et en fait, le déploiement industriel a lieu qu'après. Donc, on se rend compte qu'on est sur César 2020, la recherche exploratoire, la recherche académique, la partie la plus amont, la partie la plus théorique, qui livre des projets pour un développement de bureaux d'études, après pour typiquement la construction et de prototypes, et donc avant le déploiement industriel. C'est toute une chaîne qui est gérée par César, et cet appel d'offres, donc, c'est celui-là, recherche exploratoire. Voilà, ben je vais passer donc à cette dernière planche. C'est un appel d'offres ouvert parce que la recherche industrielle, en fait, il y a eu des appels à propositions où les gens se sont exprimés. Donc cet appel d'offres César ER, comme tous les appels d'offres ER, sont des appels d'offres ouverts. Tout le monde peut participer sous réserve d'être dans ces pays européens ou des membres associés. C'est principalement recherche académique et chances de recherche, bien entendu. Et il y a donc grand nombre de propositions, 31 pour cet appel d'offres, et le budget total donc est de 38,5 millions d'euros. Donc c'est un budget très important, c'est le plus gros qu'on ait eu sur les appels d'offres vers 2020. Et la clôture de cet appel d'offres était censée être le 29 août et on a obtenu récemment, la semaine dernière, une extension de la clôture au 10 septembre, ce qui vous laisse quelques jours de plus pour pouvoir répondre. Donc maintenant, j'ai passé la parole à Daniel. Je suis Daniel Muller de Thales, qui est aussi impliqué dans la recherche dans le cadre de César depuis cette année. Donc je vais prendre le. Oui, excusez-moi, je pense qu'il y a eu. Je vais reprendre donc mon introduction. Petit problème de son. Donc je suis Daniel Muller de Thales. Je suis impliqué également dans le programme César depuis ses débuts il y a une dizaine d'années. Donc je vais reprendre la suite d'Yves sur la présentation un peu plus détaillée de ce call qui est le quatrième depuis 4 ans, le lancement de cette phase César 2020. Donc ici, donc ce call est, comme l'a mentionné Yves, va couvrir 31 sujets, 31 topics dans lesquels on ne va pas entrer dans le détail de chacun des 31 sujets, mais ils sont répartis donc essentiellement en, en deux principaux domaines, donc appelés work area. Donc, le premier domaine qui est résumé sur cette planche, work area 1, concerne les sujets les plus amont, donc à connotation scientifique ou innovation disruptive, démarrant à un TRL inférieur à 1, donc les sujets les plus prospectifs. Donc ce domaine ouvre 6 sous-domaines. Donc le premier concernant la digitalisation et l'automatisation des procédés de l'ATM, avec en particulier l'introduction de l'intelligence artificielle, le
vision prospective sur le rôle que pourrait avoir l'IA dans l'automatisation avancée des processus de l'ATM. Deuxième domaine, Subwork Area 1.2, donc là avec une orientation dans la direction du Big Data, Data Science, Information Management. Donc là, on a deux sujets, deux topics qui adressent ce domaine dans une optique prospective et amont. Troisième sujet qui est également transverse, qui concerne l'environnement et la météorologie pour l'ATM. On voit que la météo intervient en fait de façon très forte interagit de façon très forte avec l'ATM, aussi bien d'une part par les perturbations du trafic qui peuvent être induites par les phénomènes météo, comme les orages, le brouillard, etc. Et que inversement, l'impact de l'aviation sur l'environnement, les émissions de CO2, les effets de réchauffement de l'atmosphère, etc. Donc on pourra entrer un petit peu plus dans le détail de ce sujet comme exemple dans les planches suivantes. Quatrième domaine, donc là on a l'aspect plutôt lié aux performances économiques, aux aspects réglementaires, législatifs, dans lesquels on voit que l'impact de l'évolution des réglementations, par exemple, des business models, a une influence forte sur le système de l'aviation au sens très large. Donc, les 4 sujets suivants adressent cette perspective et ouvrent la porte à des réflexions sur des modèles plus ouverts sur le fonctionnement économique de l'ATM. Cinquième sujet transverse aussi, donc le rôle de l'ATM dans une perspective de transport intermodal. Donc là, en particulier, donc la vision globale de la mobilité du passager, dans lequel l'aérien est un maillon dans une chaîne de transport plus globale. Voilà le cinquième domaine. Et puis le sixième qui est lié à l'infrastructure, donc là qui est plus spécifique à l'ATM, CNS, donc signifiant Communication, Navigation and Surveillance, donc la communication entre le sol et le bord, le pilote, la navigation, donc en particulier tout ce qui va être lié à la navigation en s'appuyant sur la navigation par satellite, et puis la surveillance, c'est la localisation des aéronefs, et dans lequel il y a aussi des ruptures importantes qui sont liées par exemple à l'introduction du système de surveillance par satellite qui va être déployé en service opérationnel cette année. Donc, on va passer à la planche suivante qui va voilà, nous donner maintenant dans lequel on va entrer dans les 3 domaines, les 3 piliers, si vous vous souvenez, donc aéroport, réseau, network, et puis service air traffic. Donc là, on est dans des niveaux de TRL un petit peu plus élevés, mais qui restent très amont. Donc, on démarre à TRL 1. Donc, on a un premier ensemble de 3 sujets sur le volet aéroport, avec un focus sur l'automatisation des opérations de l'aéroport et l'introduction des innovations en particulier liées à l'intelligence artificielle et au big data dans les opérations de l'aéroport. Deuxième volet qui est l'optimisation du réseau dans son ensemble. Donc là, on a un lien évidemment très fort avec les activités qui en Europe se déroulent chez Eurocontrol. Et donc là, c'est pareil, une orientation qui va être ciblée sur l'introduction d'une automatisation beaucoup plus importante du réseau et l'introduction de l'intelligence artificielle dans une optique d'améliorer l'efficacité et la capacité du réseau.
troisième volet, les services de gestion du trafic aérien au sens large, dans lequel on va introduire ce même niveau d'automatisation et d'innovation dans les opérations du contrôleur aérien lui-même, donc l'aiguilleur du ciel derrière sa console, donc dans lequel il y a un potentiel d'innovation qui reste très important pour assurer une plus grande fluidité de cette gestion, tout en maintenant ou en améliorant la sécurité et donc, par exemple, le maintien des minima de séparation entre les appareils et entre les vols. Là, on va passer à la planche suivante qui donne donc un dernier ensemble de sujets qui là sont à nouveau plutôt transverses. Donc au niveau de l'infrastructure, l'innovation dans le domaine du CNS, donc communication, navigation, surveillance. On a déjà évoqué dans un des premiers sujets transverses. Deuxième domaine 2.5, donc les opérations, l'architecture. Donc là, des réflexions ouvertes sur la digitalisation au sens très large de l'ATM, la manière de mesurer les performances, les indicateurs de performance et de piloter la performance de l'ATM d'une façon totalement macroscopique qui va être rendue possible par la digitalisation à grande échelle des processus. Et puis le dernier volet qui est plus spécifique à un nouveau domaine qui est celui des drones, RPAS, donc Remotely Piloted Aircraft Systems, donc avec différents aspects du pilotage des drones et le New Space, c'est de façon plus globale, la gestion de l'espace aérien, tenant compte de la présence des drones et de l'interaction des drones avec le trafic traditionnel. Voilà pour cet aperçu général des domaines du call. Donc on va juste pour donner un aperçu, donc chacun des 31 sujets est documenté dans la spécification technique du call qui est accessible sur le site de la JU César. Chacun des sujets est documenté de la même manière. Donc là, on a pris un sujet à titre d'exemple, qui est celui de la météo pour l'aviation. Donc là, on a une première partie qui décrit le scope du sujet, qui cadre le domaine tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Donc pour celui de la météo, c'est considérer l'objectif de réduire l'impact de l'aviation sur la météo, considérer également l'impact, la réduction de l'impact de la météo sur l'aviation, ces deux interactions croisées, et le challenge qui est résumé dans la partie droite de la planche. Donc, d'écrire, mener des recherches qui vont permettre de résoudre, d'apporter des solutions, même partielles, à l'un des challenges qui est répercuté ici. Et puis expected impact, donc c'est le résultat attendu de l'étude. Donc les propositions qui vont être émises en réponse à ce sujet bien seront jugées, en particulier bien, sur leur focalisation sur le scope, sur leur capacité à adresser réellement les challenges spécifiques et à ne pas se disperser sur des sujets ou des considérations trop générales ou trop vastes, et puis démontrer leur capacité à apporter une réponse ciblée en termes d'impact par rapport à cet impact attendu. Donc, si on passe à la planche suivante, donc là, juste pour vous donner un aperçu aussi du template de la proposition qui se trouve également sur le site. Donc les propositions
est mise en réponse à un sujet, donc contiennent comme de façon générale les projets de recherche H2020, une première partie administrative qui va décrire les caractéristiques générales des participants, des membres du consortium du projet, et puis décrire les aspects budgétaires, et la partie technique qui, sauf erreur dans ce call, a une extension cible de l'ordre de 35 pages au plus, et qui va justement cibler la réponse au sujet, aux trois principaux critères qui vont être l'excellence, l'impact et puis l'implémentation, c'est-à-dire l'organisation, le plan de travail de la proposition et le planning, l'allocation la répartition des travaux entre les partenaires, etc. De façon tout à fait classique pour les projets de recherche, et puis en annexe la description des partenaires du consortium, et comme aussi dans toutes les propositions H2020, un volet spécifique sur les aspects éthiques et sécurité. Donc, en conclusion, donc vous avez là les liens sur les sites qui vont permettre d'accéder aux documents détaillés de chacun des 31 sujets du call. Et voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Fabienne Davran qui va prendre le relais sur les aspects financiers de la proposition. Bonjour, rebonjour. Donc merci à tous les deux pour cette présentation. Pour ma part, je voudrais vous indiquer donc tous les topics de cet appel sont pour financer des Research and Innovation Action, donc des RIA. Pour ceux qui ne savent pas, donc le H2020, donc Horizon 2020, et donc César qui reprend les règles donc d'Horizon 2020. Finance trois types d'actions, des Research and Innovation Action, qui sont en général sur des TRL bas, des Innovation Action qui, donc le terme Research a disparu, donc l'Innovation Action en général est un projet avec un TRL plus élevé, et un dernier type de projet qui s'appelle des Coordination and Support Action, qui sont plutôt des mises en réseau ou des projets qui visent à élaborer des feuilles de route, par exemple. Donc, les RIA, vous l'avez compris, tout cet appel César, c'est pour des RIA. Donc, qu'est-ce qu'une RIA dans le jargon européen? Donc, c'est pour développer donc des activités qui permettront d'établir de nouveaux savoirs ou d'explorer la faisabilité des technos, de produits, de process, de services, ou en général donc de nouvelles solutions. Donc, dans ces deux cas de ces projets, on peut inclure plusieurs actions qui vont être par exemple de la recherche basique, recherche fondamentale, de la recherche plus appliquée, de l'intégration technologique et du test, de la validation de proto. Sachant que sur cet appel-là, les RIA sont sur des TRL quand même plus bas puisqu'on est sur du TRL 1 à 2. Donc on n'ira pas, bien entendu, jusqu'au prototype dans cet appel César. Voilà, sur la planche suivante. Donc, quel type de partenariat? Donc, ça vous a déjà été dit par Yves et Daniel. En fait, sur cet appel César, il faut donc répondre aux exigences d'Horizon 2020, qui est donc un projet doit être constitué à minimum de 3 entités différentes, de 3 pays différents. Donc, si c'est une entreprise et sa filiale, ça comptera pour 1. Il faut vraiment que ce soit des entités séparées et à minimum donc dans 3 pays différents. Donc, les pays éligibles à Horizon 2020, c'est bien entendu tous les pays de l'Union européenne. Mais sachez qu'il y a également donc des pays dits associés qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui peuvent participer à Horizon 2020 parce que leur État finance le programme. Et donc, en échange, les entités de ces pays-là ont les mêmes droits et devoirs, bien entendu, que les pays européens. Alors, ils sont assez nombreux, ces pays associés, mais je peux par exemple citer la Norvège, la Suisse, la Turquie et Israël sont des pays donc associés à Horizon 2020. Je peux donc pour ceux d'entre vous qui le désireront vous faire passer la liste, mais sinon vous trouverez ça bien entendu en ligne sur le portail européen
d'Horizon 2020. Au niveau des taux de financement, donc en ce qui concerne les académiques et donc les non-profit organizations, que ce soit sur un projet RIA, IA ou CSA, elles sont toujours financées à 100% des coûts. Et pour les for-profit entities, donc par exemple les entreprises, et les entreprises de toute taille, qu'on passe prendre d'une start-up, d'une PME, d'une ETI ou d'un grand groupe, sur une RIA, ces for-profit entities sont financées à 100%. Voilà, donc ce sera le cas de cet appel César. Donc on ne se pose pas de questions, tout est financé à 100% pour tout le monde. Sur les IA d'Horizon 2020, le taux décroît un petit peu pour les for-profit entities, puisque là, on est sur des actions qui normalement sont plus sur l'aval et plus proches du marché. Donc, le taux de financement baisse à 70%. Sur les CSA, il remonte à 100%. Donc ça, c'est le taux donc de financement des coûts directs. Rajoutez à ça un pourcentage de 25% au titre des coûts indirects. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des indirect costs ou bien des overheads. Donc, ces 25% sont censés couvrir les frais de structure, en fait, des entités qui participent à un projet européen. Donc, on applique donc, une fois qu'on a donc déterminé tous les coûts directs, ces coûts directs, c'est par exemple les coûts de personnel, le temps homme passé à mener le projet. Ça peut être des coûts de voyage, ça peut être des coûts d'achat, d'équipement. Ça peut être aussi des coûts de sous-traitance, en sachant que la sous-traitance doit être extrêmement maîtrisée et limitée sur ces appels à projets européens. Donc, on va appliquer 25% sur tous les coûts directs, hors les coûts de sous-traitance, puisque la sous-traitance étant par définition externalisée, on ne peut pas y appliquer des coûts au titre des frais de structure. Voilà, donc retenez bien, donc 100% de financement pour ces appels, ce qui est quand même, on va dire qu'il est difficile de faire mieux. Alors, Aerospace Valley, donc pour ceux d'entre vous qui, de nombreux participants à ce webinaire sont des adhérents, donc ils nous connaissent normalement bien. Mais sinon, sachez que nous apportons un soutien également à vos projets européens. Donc, nous effectuons une veille sur les appels à projets européens. Donc, César, c'est un guichet pour l'ATM. Il existe aussi de nombreux autres guichets. Je pense par exemple à Clean Sky pour l'avion et H20 en général. Il y a de nombreux programmes, de nombreux appels. Donc, on effectue une veille sur les appels à projets européens qui sont censés le plus intéresser nos adhérents. Voilà, nous allons d'ailleurs à ce sujet, au sujet de la veille, nous allons structurer de manière plus importante cette activité de veille et nous songeons notamment à publier des newsletters pour vous faire part de ces opportunités de financement européennes. Nous allons aussi dupliquer notre support, notamment par l'organisation de webinaires plus fréquemment. Nous délivrons du conseil et de l'orientation sur ces financements européens. Nous faisons ça de manière générale, mais nous pouvons aussi, à votre demande, à la demande de nos adhérents, effectuer des diagnostics personnalisés, c'est-à-dire par rapport à un sujet d'innovation détenu dans une entité, voir quel serait le guichet de financement le plus approprié pour donc financer cette innovation. Nous faisons de l'accompagnement au montage. Alors là-dessus, je veux être claire, nous n'écrivons pas les propositions pour nos adhérents. Pourquoi? Parce que d'abord, on a beaucoup d'adhérents et qu'on ne pourrait pas être au service de tous. Et aussi parce que nous avons dans nos adhérents des cabinets conseils qui sont extrêmement performants sur l'écriture des projets européens. Et donc, nous leur faisons confiance pour travailler sur cet axe-là. Donc, notre accompagnement au montage, ça va être principalement amont, c'est-à-dire vérifier que le guichet donc est bien approprié. Ça va être aussi du conseil disséminé sur le montage budgétaire, sur le contenu de la proposition, sur le degré d'innovation, voir si ça colle avec l'appel à projet. Et on fait également de la relecture de vos propositions, sous réserve bien entendu qu'elles nous arrivent suffisamment tôt pour que nous organisions cette relecture. Voilà. Nous pouvons aussi vous apporter un support, je pense, qui est important, qui est l'aide à la recherche de partenaires. Vous l'avez vu sur cet appel à projet César, il faut que vous soyez en consortium européen. Donc, 3 entités de 3 pays membres, c'est les règles minimales d'éligibilité pour ces
projet. On sait, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des projets, vous savez qu'on ne s'en tient pas à ces règles minimales d'éligibilité. 3, c'est vraiment un minimum, je dirais, donc pour être éligible. En réalité, les projets, quand ils sont de l'ordre d'1 million d'euros, ben ils se font à beaucoup plus. Hein, on voit beaucoup plus des projets à 5, 6 partenaires pour ces financements européens. Donc là, ça peut parfois être un souci pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà intégrés dans des réseaux européens. Donc là, le pôle peut vous apporter une solution. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes pôle cluster au sein donc d'un réseau de clusters européens. Nous avons été membres fondateurs du réseau EACP, qui est le European Aerospace Cluster Partnership, qui est donc un réseau qui rassemble l'essentiel donc des pôles, et donc le mot qui traduit pôle en anglais, c'est cluster. Hein. Donc nous en France, on fait la différence entre des pôles et clusters, mais en Europe, il n'y a qu'un seul mot. Donc voilà, c'est le réseau EACP, il rassemble la plupart des pôles européens sur l'aéronautique et le spatial. Donc nous sommes donc très actifs dans ce réseau, et c'est aussi le moyen que nous utilisons. Donc pour vous trouver des partenaires en Europe. Il y a d'autres moyens, il y a des acteurs qui sur le territoire, je pense par exemple au réseau Entreprises Europe, qui est aussi là pour aider donc les entités territoriales à trouver les partenaires. Il y a aussi les Infodays à Bruxelles, qui sont aussi par exemple des moyens intéressants pour faire du réseau. Sachez que nous pouvons vous donner des clés pour trouver vos partenaires et vous aider dans cet exercice. Et la relecture de propositions, j'en ai un peu parlé avant, effectivement. Comme je vous l'ai dit, nous pouvons relire vos propositions, sous réserve qu'elles nous arrivent assez tôt, pour vous donner des conseils sur le contenu et des choses éventuellement à améliorer. Donc vous avez ici mes coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question sur ces appels à projets européens et sur César en particulier. Et j'ai la chance donc d'avoir avec moi donc Yves et Daniel qui dans leur rôle d'animateur du DAS-STA se sont donc portés également volontaires pour m'aider dans cet accompagnement pour cet appel à projet César. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Donc, je vous avais indiqué que vous aviez la possibilité de poser vos questions sur l'espace chat, donc sur l'espace questions, pardon. Donc, je vois que nous avons eu une question. Donc, je vais vous la retranscrire. Donc, Daniel et Yves. Donc, la question était: l'UAM est-il aussi pris en compte du sub W 2.6. Alors j'imagine qu'on fait ici référence à l'appel à projet au topic donc 2.6. Alors nous organisons. Voilà. Donc, peux répondre, mais je pense que. Tu as bien activé ton micro. Et ta vidéo, mets ta vidéo. Bon, moi je peux commencer à répondre. Visiblement, oui. Le IFR AirPass, pour moi, j'ai pas lu en détail la proposition, mais elle doit traiter de l'UAM, Unmanned Air Vehicle. Donc, ce sont les drones en français. Et il y a 4 appels en fait: ER 428, AER 431. J'ai pas lu en détail cette proposition. Je sais que il y a des gens Airbus entre autres Airbus Avion et Defence and Space qui sont intéressés par ces sujets. Et ce qu'il faut, c'est aller sur le site de la proposition pour regarder le texte précis. Daniel, tu as peut-être plus d'éléments à apporter. Oui, je confirme ce que dit Yves. Donc, effectivement, je n'ai pas regardé très en détail l'ensemble des 4 topics. Et je pense que c'est une question qu'on peut assez facilement éclaircir en parcourant le détail des 4 items. Et en particulier, identifier peut-être lequel des 4 sujets de ce sous-domaine serait le plus adapté sur disons pour accueillir des idées ou des innovations que vous souhaiteriez approfondir dans cette étude. Alors, je précise que nous avons les références de la personne qui a posé question. Peut-être éventuellement, nous pouvons aussi revenir dans un deuxième temps vers cette personne
lui apporter la réponse qu'elle souhaite. On a une deuxième question qui nous arrive qui donc demande s'il y a déjà eu des consortiums en cours de montage. Est-ce que vous avez connaissance de ces consortiums en cours de montage? Est-ce que vous connaîtriez les compétences manquantes pour ces appels? Alors chez vous, donc au niveau de Thales, Airbus, est-ce que vous avez Oui, de oui, quoi bien répondre entendu. à cette question? Bien entendu. Alors, en fait, l'accord tacite que j'ai avec les gens qui travaillent sur des propositions à Airbus en ce moment, c'est que je leur donne donc les messages que je reçois. Et parce que les consortiums, vous imaginez bien que la clôture étant fin août, enfin le 10 septembre, de façon définitive, les gens n'ont pas attendu pour se préparer. Moi, je connaissance d'au moins 3 propositions impliquant Airbus aujourd'hui. Est-ce qu'elles arriveront jusqu'à la soumission avant le 10 septembre? Je ne sais pas. Je sais qu'ils sont tout à fait ouverts à recevoir des appels et en fait, via Aerospace Valley, je me préfère de leur donner des expressions d'intérêt et éventuelles. Je ne peux pas vous donner le texte des propositions qui sont maintenant parce que vous considérez bien que c'est confidentiel entre chacun des partenaires. Donc Airbus n'est qu'un participant de ce consortium existant, comme on a dit, qu'il y a au moins 3 partenaires, mais en général c'est plus. Donc moi, à ce jour, j'ai connaissance que de 3 propositions impliquant Airbus. Mais bon, Thales en a un certain nombre. Daniel pourra vous donner des renseignements là-dessus. Et je tiens à insister. Euh, les derniers appels d'offres, parce que c'est le 4e appel d'offres Exploratory Research, dans les 3 derniers appels d'offres, l'analyse des résultats montre que, bien entendu, c'est les centres de recherche et les centres de formation académiques que sont l'ENAC, Supaéro, l'ONERA, mais aussi Paul Sabatier et d'autres universitaires français, qui sont en force dans ces appels d'offres, bien entendu. Hein. Il y a très rarement des projets coordonnés par les industriels, puisque ce ne sont pas les mieux placés pour la recherche académique. Hein. Donc, les coordinateurs sont pratiquement exclusivement des entreprises, des centres de recherche et académiques tels que l'ENAC, l'ONERA ou le DLR, enfin européen. Oui, si je peux me permettre, Yves, on peut quand même imaginer qu'il y ait quand même une petite place effectivement pour des industries qui seraient déjà positionnées, parce qu'effectivement, on comprend que les PME notamment sont plus sur des projets plus aval. Il n'empêche qu'elles certaines peuvent aussi avoir des compétences à apporter. On pourrait tout à fait imaginer qu'elles soient aussi aux côtés du centre de recherche ou de l'académique pour justement apporter leurs compétences là-dessus. Personnellement, chez Aerospace Valley, je n'ai pas eu d'infos sur les montages, en tout cas sur des compétences manquantes. Mais bien entendu, je reste en veille là-dessus, et j'espère bien aussi faire réagir les clusters européens parce que je pense que c'est là qu'on peut en fait jouer, c'est-à-dire voilà, aller voir du côté des académiques européens qui pourraient avoir besoin de compétences en France. Hein. Voilà, donc tout ça c'est en train de se mettre en place et bon, je ne manquerai pas de toute façon de revenir vers nos adhérents si un tel cas de figure se présente. Peut-être Daniel, veux-tu rajouter quelque chose à cette question? Oui, peut-être juste pour 2 éléments pour compléter. Donc, effectivement, bon, Thales est potentiellement impliqué sur quelques sujets sur lesquels on pourra communiquer également, enfin, le cas échéant, et peut-être citer comme acteurs qui sont actuellement impliqués dans le montage de plusieurs propositions, donc l'ENAC, et puis par exemple un organisme qui est l'université de Varsovie en Pologne, qui semble actuellement assez moteur et à la recherche de partenaires en France, donc ça peut être aussi un point d'entrée possible. Juste mentionner aussi que sur le site de la réponse à l'appel d'offres figure une rubrique qui concerne les partenaires, donc soit les propositions recherchant des partenaires, les consortiums recherchant des partenaires et des compétences spécifiques, soit les partenaires intéressés qui chercheraient à s'associer à un consortium. Donc,
vous inviter à aller parcourir ce site et puis regarder ce domaine du site pour éventuellement vous déclarer ou regarder si d'autres partenaires pourraient être intéressés par vos compétences. Oui, effectivement, c'est une fonctionnalité que la Commission européenne a rajoutée sur son site, hein, donc qui est le portail unique pour ces appels à projets européens, sur lequel il faut également passer pour répondre aux appels. Cette fonctionnalité, donc, elle est présente pour toute l'école. Effectivement, on a la possibilité de déposer une marque d'intérêt pour un topic via ce portail. Donc, vous avez compris, hein, il y avait une autre question qui nous est arrivée en disant est-ce que les membres de CESAR-JU peuvent participer au call? Donc, la réponse est oui. C'est Eurocontrol. En fait, Alors, César JU, c'est la Joint Undertaking, en fait, qui gère les appels d'offres César, aussi bien la recherche exploratoire que donc industrielle, qui est le principal pilier, et aussi des démonstrations qui sont la mise en service avec les compagnies aériennes. Vous avez compris, le budget principal, c'est quand même pour ces deux autres phases tout ce qui est opérationnel coûte plus cher que la recherche académique. Mais c'est une opportunité unique quand même. C'est la première fois qu'on a un appel d'offres ouvert César 2020 ER, donc de 38 millions d'euros. Donc c'est vraiment une forte opportunité. Et je voulais revenir sur la question d'avant. On a beaucoup de startups en particulier qui ont des idées tout à fait innovantes et ces sujets exploratoires sont vraiment leur place pour participer. Et je sais que Airbus, entre autres, mais Thales et l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile ici même à Toulouse, travaillent beaucoup avec ces gens-là qui ont des compétences. Et c'est vraiment l'endroit pour prouver, de faire des démonstrations de ces idées innovantes, en particulier le 2.6 et le 2.5 sont leur lieu pour ça. parfait. Alors, juste une petite question remarque pratique, hein. Je vous ai dit au début que nous enverrions le PowerPoint, les planches qui ont été présentées demain. En réalité, la modalité, on m'informe que ça a changé. Donc là, vous avez la possibilité normalement sur vos écrans donc de télécharger le PowerPoint qui a été présenté. Normalement, sous la rubrique questions, vous avez, je pense, quelque part la possibilité de télécharger ce PowerPoint. Sinon, je vous invite à revenir vers nous, hein, vous l'enverrons sans aucun problème. Moi, j'avais aussi une petite question qui concerne le budget de cet appel. Donc, on a vu qu'il y a 38,5 millions d'euros pour l'ensemble des 31 topics. En revanche, on ne trouve pas topic par topic le budget alloué à chaque réponse en réalité. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent du modèle H2020 où en général, quand on prend des appels du programme Horizon 2020, pur Horizon 2020, on a effectivement pour chaque topic un calibre financier qui est donné par l'Europe et qui permet aussi de calibrer la proposition. C'est un élément important, le financier. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous délivrer sur ce sujet, Yves et Daniel? Oui, en effet. En fait, mon expérience, et je suis ces projets quand même depuis un certain temps. Avant, pour César 1, ça s'appelait le WPE. Maintenant, c'est César 2020 ER. ER4, donc ça veut dire qu'il y a eu ER1, 2, 3 avant. À ma connaissance, il n'y a pas eu de projet de plus de 2 millions d'euros de financement. Maintenant, je me trompe peut-être, mais la moyenne des projets sont quand même à moins de 1 million d'euros. Ça, c'est vrai. Et maintenant, je n'ai pas vu et je n'ai pas Alors, connaissance de règles plus précises. oui, effectivement, quand on regarde le portail du participant, hein, où vous avez le lien quelque part dans le PowerPoint, vous allez voir, vous avez une indication budget overview, et là on voit qu'en fait ils ont découpé le call en deux gros packages avec une allocation globale, hein, pour chaque package de topic. Voilà, donc bon, on va en rester sur cette évaluation. Daniel, tu as d'autres conseils là-dessus? Oui, je pense qu'effectivement, la raison pour laquelle le budget n'est pas alloué topic par topic, c'est pour laisser une certaine flexibilité. C'est-à-dire, si par exemple existait deux réponses très intéressantes à un même topic, que la JU se réserve la possibilité de financer deux études sur un même topic, quitte à laisser tomber un des 31 topics qui pourrait n'avoir pas fait l'objet d'une proposition vraiment solide. D'accord, très bien.
Bon, parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense pas qu'il... Ah si, on a une question. Une start-up, est-ce qu'Aerospace Valley est le point d'entrée pour une start-up innovante adhérente de taxi volant? Oui, on peut être ce point d'entrée, il n'y a pas de problème. Après, reste à voir si l'innovation, elle rentre dans le pôle César en question. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est, n'oublions pas que nous sommes au service de nos adhérents, donc vous avez la possibilité pour ceux d'entre vous qui sont adhérents du pôle Aerospace Valley de venir nous trouver à tout moment, quelles que soient vos questions. Donc, je suis ce point d'entrée. Yves? La première analyse à faire, c'est quand même de regarder le texte. Donc pour vous, ce serait donc le sub area 2.6. Il y a 4 sujets et les 4 sujets, voir si techniquement ce sujet vous intéresse, parce que les gens qui vont répondre, c'est d'abord partir du sujet, ça c'est clair. Donc regardez ce sujet-là, contactez Fabienne Davran et moi je me renseigne de mon côté de ceux qui ont et je mets en contact mes points de contact qui ne sont que des membres. Hein. À ce jour, j'ai pas de connaissance que coordonne un projet. Voilà. Parfait, merci. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, n'oubliez pas de télécharger donc le PowerPoint hein, tant que vous l'avez à l'écran. Ça vous évitera d'y revenir après. Ceux d'entre vous qui sont adhérents, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous pour un conseil un peu plus personnalisé, un support au montage et voilà. Et pour l'ensemble d'entre vous qui avez eu que nous avons eu le plaisir donc d'accueillir pour ce webinaire, merci à tous pour votre attention et à une prochaine fois. Merci beaucoup Yves, merci Daniel pour votre participation à ce webinaire et à une prochaine fois. Et bonne chance à tous les soumetteurs de projets César. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà.